présenter, je m'appelle Isabelle Bounier, je suis historienne et j'ai travaillé presque toute ma vie sur l'histoire genevoise, particulièrement des bâtiments, aussi un petit peu par le biais de l'archéologie. Et puis je suis aussi guide aujourd'hui ici parce que je suis membre du comité de patrimoine suisse et que c'est une visite qui est organisée par Patrimoine Suisse dans le cadre des Journées du patrimoine. Les Journées du patrimoine, comme vous le savez sans doute, sont organisées conjointement par la ville et l'État de Genève depuis 1994, donc c'est la 31e édition. Et les thèmes, cette année le thème réseau, c'est des thèmes qui sont choisis au niveau national, voire parfois européen. Les journées européennes du patrimoine, comme leur nom l'indique, choisissent les mêmes thèmes, mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Voilà. Donc on est ici sur le passage du Rhône le plus ancien, parce qu'aujourd'hui le thème, notre thème c'est pont et passerelle. Et ici, évidemment, c'est plus du tout le pont du Rhône du 1er siècle avant Jésus-Christ, puisque à cette époque-là il existait déjà, mais c'est le passage le plus ancien à la sortie du Léman sur le Rhône. Après, il y a évidemment d'autres ponts du Rhône plus bas, mais ils n'étaient pas très nombreux parce qu'il fallait trouver les lieux adéquats pour les installer, et puis évidemment qu'il y ait de l'entretien, qu'il n'y ait pas des attaques, des guerres ou des péripéties diverses qui puissent les détruire. Dans le cas du pont du Rhône, puisque maintenant on l'appelle le pont de Lille, mais à l'époque et jusqu'au 19e siècle, c'était le seul pont de Genève, on l'appelait le pont du Rhône. Il y avait le pont d'Arves et le pont du Rhône, il n'y avait pas 10 000 dans le périmètre urbain. Donc ce pont du Rhône est mentionné pour la première fois en 58 avant Jésus-Christ, et c'est d'ailleurs grâce à ce pont et à cette mention que Genève entre dans l'histoire, puisque la limite entre la préhistoire et l'histoire, c'est toujours le fait d'entrer dans l'histoire écrite. Et c'est le cas de Genève avec la question du pont du Rhône. C'est le moment où Jules César, qui va écrire par la suite le récit de cette guerre du Rhône, vient à Genève pour empêcher les Helvètes, qui avaient, sous la pression d'autres peuplades, décidé d'émigrer, de quitter leur territoire. Quand on dit les Helvètes, c'est le regroupement de 4 différentes tribus celtes. Bon, je n'ai plus les détails des noms, mais enfin, c'était pas, on les a appelés les Helvètes, mais il y a les Tigurins, enfin, il y a 4 noms un peu plus compliqués, plus exotiques, dont je ne me souviens pas maintenant. Enfin, décident déjà l'année précédente, en 59, de quitter leur territoire, regroupent les 4 tribus en question, ce qui fait un certain nombre de milliers de personnes, avec les femmes, les enfants, les chariots, leurs réserves de nourriture, etc. Et bien qu'ils aient l'objectif d'aller dans le sud-ouest de la France, désirent passer à Genève pour passer de la rive droite à la rive gauche. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, mais je n'ai jamais compris pourquoi ils ont voulu passer ici, ce qui est effectivement une réalité. Pourquoi traverser le Rhône ici alors que l'objectif c'était d'aller dans... Alors je ne sais pas, j'ai mis l'hypothèse, mais il faudrait la vérifier, je n'ai absolument pas d'autre explication. C'est que, bon, d'une part, ça voulait dire passer le Jura, mais ils ont fini par le faire. Alors, c'est pas que c'était impossible, ou bien il y avait peut-être une question d'alliance avec certaines tribus, le fait de passer plus directement en direction de la France les aurait fait s'affronter avec des tribus qui n'étaient pas connues, pas spécialement amicales, je sais pas, c'est des hypothèses. Toujours est-il qu'en 58, les Helvètes se présentent sur la rive droite du lac et du Rhône, avec l'intention de traverser à Genève ce pont qui existe déjà, sans doute déjà depuis un certain nombre d'années. Donc une construction d'origine gauloise, celtique, puisqu'on est entre 2 territoires celtes. Ici, c'est le territoire des Allobroges, et de l'autre côté, c'est le territoire je ne me souviens plus du nom de la tribu qui était dans la région de Lyon, mais qui appartenait aux Helvètes. Et puis César a décidé de les en empêcher, enfin, c'est une décision des Romains, puisqu'ils sont en train de vouloir conquérir la Gaule, et que les mouvements de population, ça ne peut que compliquer les choses, puisqu'il y a des affrontements possibles, puisque quand on bouge, c'est un petit peu comme un jeu de domino. Eux-mêmes, ils ont été un peu menacés par des tribus germaniques qui avaient l'air de vouloir s'approcher, mais surtout, il semblerait qu'ils avaient décidé, pour des raisons de climat peut-être, de récoltes plus abondantes ou autres, de changer de territoire. Et donc, c'est cet événement qui fait que César vient à Genève, détruit le pont, qui était vraisemblablement uniquement en bois,
et qui était installé là parce que c'était un lieu favorable. On était à l'émissaire, comme toujours encore maintenant, à l'émissaire du lac Léman. Il y avait des îles déjà existantes dans ce fleuve et des hauts fonds, à peu près tout un alignement de conditions favorables. Dans les périodes plus anciennes, il semblerait même qu'on pouvait passer à gué par période. Parce que c'est une question liée avec la fluctuation des eaux du lac. Et il y avait des périodes de basses eaux où on pouvait passer à gué. Mais en tout cas, il y avait un pont qui était installé. Ce pont a été détruit à ce moment-là. Est-ce qu'il a été brûlé? Est-ce qu'il a été détruit simplement en arrachant les éléments en bois qui le formaient? On ne sait pas exactement. Toujours est-il que par la suite, donc, les Helvètes ont changé d'itinéraire, sont quand même partis en Gaule. À un moment donné, ils ont été arrêtés. Leur chef, Divico, a été fait prisonnier, je crois, peut-être tué, je ne sais plus le détail. Et puis le reste de ces tribus ont dû réintégrer leur territoire. Ce qu'il en restait, parce qu'il y a des batailles et peut-être quelques famines en cours de route. Toujours est-il qu'ensuite le pont est reconstruit par les Romains, puisque Genève est occupée et devient romaine pendant une certaine période, un certain nombre de siècles. Alors là, il y a aussi des théories, est-ce qu'il a été reconstruit uniquement en bois ou éventuellement avec des parties maçonnées, puisqu'on sait que les Romains étaient de bons ingénieurs. Louis Blondel, qui a été l'archéologue cantonal pendant une bonne partie du XXe siècle, avait fait des fouilles, avait retrouvé en tout cas des traces de pieux, ça oui, et même des pieux en bois conservés dans la vase. Des éléments de pierre aussi. Lui, il avait mis l'hypothèse que peut-être il y avait des parties en pierre, des parties en bois. Bon, on ne sait pas trop. Toujours est-il que par la suite, il était uniquement en bois. Que ce soit là au XVIe siècle, au Moyen-Âge, ou même par la suite, ici on est au tout début du XIXe siècle, eh bien il était uniquement en bois. Je suis désolée, je me... Et ce pont en bois reconstruit à l'époque romaine ou peu après, entretenu régulièrement, on sait qu'il est détruit par un événement bien connu maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années. C'est la catastrophe du Torre Dunum en 563, donc au VIe siècle. Vous avez un pan de montagne en Valais qui s'effondre dans le Rhône, juste à l'endroit où le Rhône devrait se jeter dans le lac Léman. Ça crée un bouchon de matière, de rochers, etc. Ça aurait même détruit, semble-t-il, un ou deux villages et un fort. Mais ça, on n'a jamais pu vraiment le prouver. Et toujours est-il que ce bouchon, à un moment donné, avec la force de l'eau, malgré tout, lâche. Et puis ça fait ce tsunami qui a été identifié ces dernières années par les recherches des hydrogéologues de l'Université de Genève et je crois de l'EPFL, qui ont pu prouver que ce qu'on connaissait jusqu'à ces récentes recherches que par des récits, enfin des chroniques du Haut Moyen-Âge, eh bien, Grégoire de Tours et Marius d'Avanches, qui étaient des évêques assez célèbres, avaient écrit des chroniques, et c'est dans cette chronique, ces deux chroniques, qu'on avait connaissance de cette catastrophe. Eh bien, on sait qu'au moment où le tsunami a déferlé sur le lac Léman, ça a fait une vague qui aurait eu jusqu'à 13 mètres au niveau de Lausanne, et qui à Genève n'en avait plus que 8 ou 10, mais enfin suffisamment pour détruire le pont du Rhône. Ça c'est dans les chroniques, détruire des moulins qui se trouvaient à Laval et tuer un certain nombre de personnes. Donc ça c'est une deuxième apparition du pont du Rhône dans des textes écrits. Évidemment il faut construire parce que c'est un passage très important entre le nord et le sud, entre en gros oui, la Suisse allemande voire l'Allemagne et puis le sud de la France ou l'Italie même. Et ce pont perdure évidemment et devient de plus en plus important puisque au XIIIe, XIVe, XVe siècle, Genève devient une ville de foire très importante, surtout fréquentée par les Suisses allemands et les Allemands qu'on plaçait à l'époque sous le nom générique d'Allemand. Ce qui fait que par exemple la rue de la Confédération qui existe toujours a été rebaptisée pendant la guerre 14-18 pour des raisons un peu évidentes. Rue de la Confédération, mais jusque-là, elle s'était toujours appelée rue des Allemands parce que ces marchands allemands qui venaient pour ces foires, qui avaient lieu 4 fois par année, qui duraient environ 3 semaines, c'est dire l'importance dans le temps et dans le tissu économique genevois qu'elle pouvait avoir, eh bien, se déroulaient en fait sur un axe commercial qui allait de la porte de Port-Navin à la porte de Rive, par les rues basses, en passant évidemment par le pont du Rhône.
Donc ce pont avait de toute façon une nécessité absolue en tout temps, mais à plus forte raison avec ces foires qui avaient pris beaucoup d'importance pour l'économie de la ville au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Et c'est pendant cette période, au XVe siècle, que cet axe a été bâti, en fait, des deux côtés. À l'époque, il n'y avait qu'un seul pont sur le bras droit, un seul pont sur le bras gauche. C'est la situation ici. Eh bien, le long de ces deux axes, on a construit des maisons qui étaient à la fois des maisons d'habitation, des boutiques donc pour le commerce, et aussi des artisans qui utilisaient la force hydraulique. Il y avait des systèmes où par-dessous le pont à l'époque, on ne le voit pas ici, c'est une représentation un peu schématique, mais il y avait des roues qui pouvaient actionner des instruments qui servaient à faire différentes choses, battre du métal ou autre, sur le pont lui-même. Et ce pont bâti, donc, ça signifie que quand des voyageurs ou des marchands qui arrivaient à Cornavin, qui allaient jusqu'à Rives, ils ne voyaient même pas, en fait, ils traversaient le Rhône sans même s'en rendre compte, puisque ça obstruait complètement la vue de ceux qui passaient sur ce pont bâti. Il a continué d'exister, le pont bâti, jusqu'au XVIIe siècle, mais auparavant, le trafic était tel qu'on a dû en fait dédoubler les deux axes d'origine et créer un deuxième front, si on veut, un deuxième pont, un deuxième axe qui traversait le Rhône, qui lui n'était pas bordé de maisons et qui a été construit pour cette partie-là, sur le bras gauche, en 1560 et pour l'autre côté en 1567. En gros, dans les années 1560, on a dédoublé le pont du Rhône pour répondre déjà aux nécessités du trafic et du passage quotidien des chars et des personnes. Mentionner au passage qu'à l'époque, il y avait ce château de Lille, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il existait déjà depuis le XIIIe siècle. Il avait été construit à la demande d'un évêque, sur la demande, s'il y avait d'éventuels soldats ou autres, mais aussi de péage, puisque comme souvent les passages étaient payants et on a des comptabilités qui subsistent, qui montrent le nombre de personnes qui passaient. Et par exemple, je sais qu'au XVIe siècle, une femme enceinte ne payait pas le même prix qu'une femme qui ne l'était pas, par exemple. Il y avait une distinction qui était faite, bon, à condition évidemment que ça se voie. Mais ce pont bâti a subsisté jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'en 1670, dans la nuit du 18 au 19 janvier 1670. Il y a eu malheureusement un incendie qui a éclaté en pleine nuit, qui a brûlé tout le bras gauche du pont, mais seulement du pont principal, pas de la passerelle qui le dédoublait. Donc le pont bâti a entièrement brûlé. Il y a eu 121 morts pour une population qui était estimée sur ces ponts bâtis, mais tous confondus, enfin les deux confondus, à 1000 personnes environ. En tout cas, ça a signifié des dommages pour 800 familles. Alors ça pouvait être soit des personnes qui habitaient là, qui avaient perdu leur logement, soit des artisans qui avaient perdu leur activité, leur atelier ou leur boutique. Mais toujours est-il que les autorités ont décidé à cette occasion de ne pas reconstruire le pont. Ils ont estimé que c'était trop dangereux. Et c'est à cette occasion, parce que l'incendie avait été jusqu'au niveau de la basse ville, qu'ils ont décidé de ne jamais reconstruire ces maisons et de créer la place Bel-Air, qui apparaît ici au début du 19e siècle comme un espace plus dégagé que ce qu'on a maintenant sous les yeux. Il est aussi plus arboré. Mais c'est au moment de l'incendie du pont du Rhône que la décision a été prise de ne pas reconstruire ni le pont ni la place, et qu'ensuite les maisons sur le bras droit du pont ont été graduellement désaffectées et détruites également pour éviter la reproduction d'une catastrophe comme celle que les Genevois avaient vécue et qui sur des dos d'âne, mais enfin surtout qui montent un peu en V comme ça. Ici, on était vraiment toujours dans une logique de pont très bas sur l'eau, très plat. Donc une situation assez différente de ce qu'on pouvait peut-être essayer de visualiser. Goudron et de pavés pour limiter peut-être le risque d'incendie et puis aussi pour limiter l'usure. Parce qu'évidemment, comme les chars avaient des roues ferrées, ici le plancher c'était un tablier en bois,
Là, il fallait très souvent le renouveler. D'ailleurs, on le voit dans les comptabilités. À l'époque, on avait une politique de constamment entretenir, changer une planche dès qu'elle était usée, et pas du tout de tout démolir et de tout reconstruire comme on a tendance maintenant à le faire pour des raisons différentes, techniques surtout. Au 19e siècle, c'est toujours le seul pont qui permet la traversée avant la construction des autres ponts qui sont venus après la démolition des fortifications. Et jusqu'en 1871, c'est le seul passage en ville qui permet de traverser le Rhône. C'est aussi dans les années 1870 que pour la première fois le bois disparaît et qu'il est remplacé par des structures métalliques. Et c'est à cette occasion qu'on crée aussi ces plateformes qui relient les deux ponts. Donc la situation qui existait auparavant disparaît pour le bras gauche dans les années 1870-74. Et pour le bras droit en 1887, il y a ces esplanades qui sont créées. Là, on est dans le bras droit. On relie les ponts et on crée de grands espaces libres qui servent, par exemple, dans ce cas-là, pour installer un marché. Situation qui a duré encore il y a pas si dans les années 1890 par du béton armé, et c'est en raison du passage du tram qui est beaucoup plus lourd que cette décision est prise. Donc c'est là, il y avait les deux ponts et puis ils ont créé la place au milieu. Hein. Pas mal. Les quatre ponts en fait, parce que en réalité c'est quatre ponts qui traversent ce passage. Voilà.